Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail d'insectes-anglais, VP long et autres morphoages, car aujourd'hui on se retrouve pour parler de Monster Hunter Rise. Pour ce faire, j'ai monté une très belle équipe de chasseurs chevronnés, car j'ai le plaisir d'être en compagnie de Guillaume et Pierre. Guillaume, comment ça va ? Bah écoute, ça va, effectivement, on est partis en chasse tous ensemble, en tout cas pour une partie, et puis je suis très heureux de parler de ce grand jeu avec vous. Et toi Pierre ? On fait aller, mais je suis très content de pouvoir enregistrer cette critique ce soir. C'est mon premier Monster Hunter et du coup ça a été une expérience enrichissante de pouvoir jouer à ce jeu et j'espère que ça va l'être tout autant d'en parler ce soir. Mais je suis pressé d'avoir ton avis. On avait, comme tu as dit Guillaume, eu l'occasion de jouer à Monster Hunter Rise, qui est pour rappel sorti le 26 mars dernier sur Switch. On avait pu y jouer un petit peu sur Twitch, on avait plutôt apprécié le jeu, mais on en était au début. On était vraiment en train d'égratigner la surface. Est-ce qu'après un examen plus approfondi, on aime toujours ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur notre Discord et sur notre chaîne Twitch pour réagir et commenter sur cette critique et d'autres contenus que nous produisons bien évidemment en partenariat avec Micro Stockholm. Eh bien les amis, sans plus attendre, c'est parti pour la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Après un Monster Hunter World ayant complètement relancé la franchise en fin d'année 2017, Capcom ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le jeu s'est écoulé à 16 millions d'exemplaires. Et quoi de mieux que le faire sur Switch avec ce nouvel épisode ? Mais du coup, Guillaume, est-ce qu'après avoir passé des heures à la chasse, est-on en face d'un épisode à la hauteur de l'héritage de la saga ? Alors avant de te répondre, mon cher Alexis, il faut d'abord expliquer à nos éditeurs qui ne connaîtraient pas, ou en tout cas peu, la série des Monster Hunter, de quoi il s'agit. Alors pour la faire courte, Monster Hunter, c'est une série de jeux d'action-exploration dans lequel on incarne un chasseur ou une chasseuse que l'on aura préalablement créé. Le but est d'enchaîner les quêtes de chasse et de récolte afin de faire progresser son équipement, mais aussi son village en débloquant des éléments plus ou moins scriptés. Ça c'est pour la base, mais l'intérêt du jeu réside avant tout dans les affrontements avec les monstres, de plus en plus impressionnants, que ce soit en solo ou en multijoueur d'ailleurs, et vous comprendrez assez vite que cette dernière option est souvent la meilleure option. Déjà, je vais parler d'un élément que je trouve très agréable, en tout cas si comme moi vous avez joué aux épisodes précédents, c'est que Monster Hunter Rise ne s'embarrasse plus des phases scénarisées à base de cinématiques et autres cutscenes interminables qui étaient beaucoup trop mises en avant dans World. On dit aussi au revoir au système de quêtes et à structure linéaire qui avait des objectifs imposés à certains moments du jeu. Là non, du coup, hormis une poignée de cutscenes, le jeu se rapproche bien plus de ce que proposait la formule Monster Hunter à l'ancienne, afin de se focaliser sur la chasse, le grind et la montée en équipement. D'aucuns diraient qu'on perdrait en consistance et en ambition, mais je trouve qu'au contraire, les équipes de Capcom ont bien fait de retrouver ce déroulé un petit peu brut de décoffrage à l'ancienne, d'autant plus que le jeu a fait énormément en termes d'accessibilité pour, malgré sa grande richesse, en tout cas même parfois on va dire excessive. Pierre, je crois que c'est comme tu nous l'as dit en introduction, c'est ton premier Monster Hunter. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette accessibilité ? Plus accessible, ça je veux bien croire, mais moi du coup c'est mon premier Monster Hunter et du coup je me prends un peu toutes les mécaniques dans la gueule en arrivant, et notamment cette espèce de mur de tutoriel à franchir. Là j'en suis à peu près une vingtaine d'heures et j'ai l'impression d'être encore en plein tuto du jeu, tellement il y a de mécaniques à assimiler de partout, il y a des menus à ne plus savoir qu'en faire. Ça m'a beaucoup rappelé un autre jeu sur Switch qui est Xenoblade Chronicles 2, où il faut aussi passer par une dizaine, voire une bonne vingtaine d'heures de tutoriaux avant de vraiment commencer à kiffer le jeu. Et du coup, je trouve que certes, ça c'est peut-être plus accessible que les autres Monster Hunter. Là, j'en sais pas trop. Pour moi, les Monster Hunter avant, c'était surtout des jeux à démo sur les précédentes consoles de Nintendo. Mais je trouve quand même le prix d'entrée de ce jeu vachement exorbitant, et c'est pour ça que malgré le fait que j'aime bien quand même toute la mécanique du jeu, j'ai un peu du mal à comprendre que c'est une formule qui cartonne à ce point vu l'exigence quand même qu'il y a derrière en termes de mécanique. C'est un jeu d'initié, clairement. Je suis assez d'accord avec toi Pierre, moi c'est pas mon premier Monster Hunter, mais je suis pas non plus un vrai spécialiste, et c'est vrai qu'il faut persévérer au début quand on arrive, comme tu dis, les tutos, ça m'a marqué, on parle à n'importe quel personnage, on a 5 pages de tutos qui sont mal traduites, ça explique mal ce qu'on doit faire. Les armes, les premiers affrontements, c'est un peu lourd, évidemment, c'est le sel du jeu, on y reviendra, mais c'est un peu lourd. L'interface, c'est pas toujours très clair. L'inventaire, le coffre, Pierre, je sais que ça t'a beaucoup le coffre. Il y a effectivement des efforts, mais le
coup d'entrée est très très fort et j'invite tout le monde à persévérer parce que ce qui vient après vaut le coup. Guillaume, tu vas peut-être pouvoir nous en parler du cœur du jeu. Ouais, clairement. Bah, le truc, c'est que, en fait, moi, j'ai joué à énormément d'autres épisodes de la série avant, et je trouve que celui-ci, justement, il fait beaucoup d'efforts pour introduire la série aux nouveaux venus. Alors, effectivement, il y a beaucoup de tutos, mais bon, on va dire que pour les néophytes, au moins, on est un petit peu plus tenu par la main que les précédents. Ça, je peux vous le dire, en tout cas. En tout cas, on va revenir un petit peu au cœur du jeu, c'est-à-dire les affrontements avec les monstres, parce que une fois la quête choisie, on est vite propulsé sur des zones de chasse, et là, on retrouve un peu la même formule que d'habitude, à savoir aller chasser et abattre, ou même capturer, on y reviendra certainement après, le monstre ou les objectifs que l'objectif vous donne sur un temps donné. Alors j'en ai pas parlé avant, mais ce qui fait aussi le sel d'un Monster Hunter, c'est de trouver l'arme qui convient à son style de jeu. Elles sont au nombre de 14 et possèdent chacun un type de gameplay, d'où l'intérêt du multijoueur et des synergies en équipe. On y reviendra aussi encore après certainement. Alors pour parler du game design de ce Monster Hunter Rise, l'emphase elle est surtout mise sur l'environnement, puisqu'il faut composer avec une faune et une flore locale extrêmement diversifiées, en tout cas plus que les épisodes précédents je trouve. Et chaque petit insecte, champignon ou plante peut avoir une incidence sur le jeu et vous permettre de créer la volée des potions, d'obtenir des bonus d'attaque, des bonus de défense, et qui peuvent donc être très très utiles lors des combats. Il faut aussi que je vous parle des compagnons, qui s'appellent dans cet épisode les pile-poils. Traduction encore une fois, ils changent à chaque fois les noms, bref. Donc en solo, on est accompagné du désormais célèbre Féline, donc le chat, vous savez, le chat qui vous sert de support, qui peut attaquer, mais qui peut également vous soigner, vous apporter des bonus passifs, comme des bonus d'attaque ou de défense, enfin bref. Mais la nouveauté, c'est surtout l'apparition du Chomsky, qui est en gros, c'est un chien. C'est un chien loup, entre guillemets, et il est très très utile, notamment pour parcourir la map plus rapidement, parce qu'en fait, on le chevauche directement pour aller plus vite, et se déplacer à travers les dédales des maps, mais il peut également aussi attaquer les monstres en fonction des presets qu'on lui en aura donné. Et merci Capcom pour cette nouveauté, parce que je peux vous dire que rien que d'avoir à se déplacer, enfin le fait de pouvoir se déplacer plus rapidement, ça change complètement la donne, et en tout cas ça a beaucoup changé mon appréciation sur le jeu en manière générale, quoi. Toi Pierre, les compagnons, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est des choses que tu utilises dans ton expérience de jeu? Alors le chat pas forcément, après c'est toujours très pratique qu'il puisse comme ça planter un arbre qui te rend de la vie en combat, surtout quand la situation devient un peu tendue, mais le chien vraiment c'est un apport incroyable, quoi, pouvoir justement traverser comme ça les maps très rapidement. Ça fait énormément de bien. En plus on peut aiguiser nos armes quand on chevauche le chien, du coup on perd beaucoup moins de temps à aiguiser son arme dans son coin avant d'avancer dans le jeu. En plus de ça, on peut sauter du chien pour donner un coup au monstre. Ça, je remercie la personne qui a pensé à cette mécanique, parce qu'à chaque fois, c'est trop bien, quoi. Et non, vraiment, c'est une nouveauté vraiment super. L'attaque plus saut est toujours assez stylée dans ce jeu. Les armes aussi, Guillaume, il y en a 14. Alors elles sont, je trouve, plutôt bien équilibrées. Alors bien sûr, on peut trouver des rankings sur internet de la moins bonne à la meilleure, mais elles ont tout un gameplay qui est très différent. Et je suis assez surpris du plaisir que je prends à pouvoir tester toutes les armes, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Je mettrais juste un petit bémol sur le chien, c'est que quand on est dessus, il est génial. On peut sauter, on peut faire plein de trucs, on peut même récolter des ressources directement depuis le chien, ce qui est un gain de temps incroyable. On peut dépecer les monstres directement avec le chien. Oui, voilà, donc c'est un gain de temps qui est vraiment appréciable. Cependant, je trouve que quand on n'est pas dessus, pour l'appeler, il a un comportement qui est parfois erratique, et j'espère peut-être dans une mise à jour, dans un prochain opus, que ça sera amélioré, parce que après mes 50 plus d'heures de jeu, je me trouve à râler sur le chien en disant mais où est-ce qu'il est encore celui-là, je l'appelle, pourquoi il vient pas, pourquoi est-ce qu'il est en train d'attaquer tel monstre, etc. Bon, c'est globalement très bien, mais parfois un petit peu frustrant. Ouais, c'est vrai qu'il a un comportement un peu frustrant parfois, on va dire. Bon alors, j'ai encore digressé avant de parler des affrontements, mais je vais encore le faire, figurez-vous, pour vous parler d'un aspect qui m'a vraiment enthousiasmé dans cet épisode, c'est l'exploitation de la verticalité dans les niveaux. Le level design, il offre des cartes avec une vraie verticalité, et il est possible de l'exploiter avec l'une des grandes nouveautés de cet épisode, qui s'appelle le philoptère. Alors le philoptère, c'est quoi ? C'est un insecte que le joueur se trimballe en permanence, et qui s'avère
extrêmement utile car il permet aux joueurs de se propulser horizontalement et verticalement pour se déplacer, esquiver des attaques de monstres, mais aussi surtout être extrêmement agile dans ses mouvements et sur les éléments du décor aussi, parce que du coup ça devient des plateformes, parce qu'avant on avait des décors qu'on pouvait pas forcément explorer, là on peut carrément aller je sais pas, au-dessus d'une map, sur des pierres, tout ça machin, pour aller trouver des petits bonus ou des objets cachés, et donc cette exploitation du terrain je la trouve fantastique, et elle permet aussi de mieux atteindre les monstres par la suite lors des combats. Alors aussi elle permet en fonction, en tout cas l'utilisation de ce philoptère, il permet en fonction des armes d'obtenir des attaques spéciales. Alors je sais pas trop vous, mais moi je trouve que le philoptère il offre une nouvelle physionomie de gameplay à ce Monster Hunter de manière générale, et ça le rend beaucoup plus satisfaisant à jouer. J'avais mis que, on en avait parlé avant, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit flow maintenant à la Platinum Games que je trouve très satisfaisant grâce à l'apport de ce nouvel élément de gameplay. Alors le philoptère, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la fluidité, la verticalité est absolument incroyable. Je pense que ça va devenir un indispensable dans le futur de la licence. Maintenant, j'ai du mal à voir comment un futur Monster Hunter pourrait ne pas avoir cette liberté, et qui est liée en plus au level design. Je suis tout à fait d'accord avec toi, les maps sont assez incroyables. Après être allé sur des maps des dizaines, des centaines de fois, on découvre encore des choses. Et en plus, alors on n'a plus comme dans Monster Hunter World, on devait traquer le monstre dans Monster Hunter World. Là dans Rise, il est directement sur la map, mais ça a été remplacé en fait par, je vais schématiser, mais on doit récupérer des espèces de petits insectes qui vont augmenter nos stats juste pour la bataille en question, et ça pousse vraiment à aller explorer un peu partout pour savoir si on va réussir à trouver des éléments, et on trouve des objets qui sont rares par-ci par-là qui permettent de continuer à progresser. Moi j'adore les maps, je trouve qu'elles sont vraiment toutes très bien. Alors toi Pierre, du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce philoptère, de ce level design? Le philoptère, déjà, je trouve ça aussi c'est super bien. Il y a un truc aussi à signaler, c'est qu'on peut trouver sur les maps des grands philoptères qui permettent de se téléporter d'un point à un autre d'une map, genre tu peux directement atteindre le haut d'une montagne. Mais en plus, je trouve que c'est un instrument qui est encore beaucoup plus fin qu'il n'y paraît, dans le sens où tu peux vraiment faire des très grands sauts avec. On a parlé tout à l'heure du fait qu'avec le chien, on pouvait non seulement sauter, mais en plus sauter du chien. Si tu fais du coup un espèce de combo où genre tu sautes avec le chien, puis tu sautes du chien, tu utilises le philoptère, tu cours un peu sur la montagne en face de toi, tu sautes de la montagne, tu réutilises un philoptère, tu te rends compte qu'avec un saut de base du philoptère, tu fais un bond de 3 mètres, et là en fait t'as carrément gravi une montagne entière de 15 mètres de haut, quoi. C'est excellent, ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, alors après, le philoptère, il introduit aussi également une autre nouveauté qui est le chevauchement des monstres. Alors en gros, une fois que le monstre est affaibli, il est possible d'une simple pression de touche ou une attaque de tisser un lien avec le philoptère et de prendre le contrôle du monstre pour attaquer un autre monstre, par exemple. Alors on en reviendra encore sur cette mécanique, et donc lui faire perdre des PV en le faisant foncer contre un mur, par exemple. Alors il y avait effectivement des phases de chevaucher dans World, mais là je trouve que la prise de risque elle est quand même moins grande, puisque elle se fait quasiment automatiquement à chaque affrontement, et surtout elle fait un peu gimmick, et surtout elle casse un peu le rythme, je trouve. En fait elle a d'intérêt que au final de grignoter un petit peu plus la barre de vie de monstre. Alors l'effet est stylé, mais en tout cas au début de l'aventure les armes ont des dégâts assez bas, et du coup c'est utile au début pour gratter un petit peu plus la barre de vie du monstre, mais au final, plus on augmente son équipement, plus nos armes sont fortes, et du coup, cette mécanique, en tout cas en solo, elle est beaucoup moins intelligente, en fait, je trouve. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis assez d'accord avec toi. Au début, c'est très très drôle, hein. C'est comme les guerres de territoire dans Monster Hunter World, voir ces gros monstres se mettre des tatanes et pouvoir monter dessus, ça, voilà. Participer à l'affrontement, taper les monstres, c'est super génial. Les dégâts, effectivement, deviennent moins intéressants au fur et à mesure de la progression, et en fait ça devient juste une mécanique où on se dit on va attendre que le mob on puisse monter dessus pour l'attaquer, et c'est juste une méthode de farm parce que ça permet, alors on pourrait y revenir plus tard, mais en fait attaquer un monstre lui fait perdre des bouts de sa carapace, de sa peau, quoi que ce soit qu'on peut utiliser pour le craft. Donc en fait ça c'est juste une méthode en plus comme une autre de farmer des items, et ça devient très mécanique et ça perd très vite le charme que ça pouvait avoir, même si ça reste assez pratique comme méthode. C'est des moments qui arrivent trop souvent en fait dans ton jeu, ce qui fait qu'au final tu sais que tu vas avoir ce genre de mécanique à un moment donné, et en fait tu vas t'en lasser, alors qu'au début la première fois l'effet est super cool, tu vois. Ouais. Et tu le recherches en fait, tu fais je vais pouvoir monter dessus, et tu sais qu'en faisant, alors après t'optimises et tu sais qu'en faisant telle ou telle attaque tu pourras monter sur l'autre monstre et continuer, etc. C'est trop mécanique en fait pour que ça soit vraiment un wow effect permanent. C'est ça.
ça. Après, le fait est que tous les monstres ont des attaques différentes, donc en soi, je trouve ça intéressant de pouvoir les chevaucher parce qu'à chaque fois, ils ont une manière différente d'être joués. Après, c'est vrai que tu as moins l'effet waouh par rapport aux premières fois. On avait streamé un peu la démo, et c'est vrai que quand j'avais réussi à monter sur le monstre la première fois, je fais « Oh putain, je suis en train de monter sur le monstre et tout, regardez ça !» et tout. En fait, tu le fais très très facilement. Alors après, le jeu il introduit également un autre système de coups spéciaux qu'on appelle des talents de substitution. Alors il y en a 3, ils peuvent être modifiés, si on fait un retour au coffre par exemple dans le camp de base de la map, et selon celui qu'on équipe, la palette de mouvement elle va être différente, en tout cas entre l'arme possédée, et le but c'est de trouver la bonne formule, en tout cas celle que l'on maîtrise le plus. Encore une fois, le jeu c'est une question de maîtrise de son équipement. Alors ça ressemble un peu au système des arts de chasse qui était apparu notamment dans l'épisode Generation, mais là je trouve que le jeu le fait avec une bien meilleure pédagogie, et ça rend cet élément un petit peu plus simple à comprendre, ou en tout cas à utiliser dans la durée. Alors du coup on a parlé du philoptère et du nouveau flow et de la chorégraphie des affrontements, mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui cloche dans cette histoire, c'est que les monstres ils ont un peu la même palette de mouvement qu'à l'ancienne, ce qui crée une sorte de dichotomie entre les actions du joueur et les patterns des monstres, que je trouve pas si surprenant que ça. En tout cas, il donne plus vraiment cette impression de puissance et de challenge qu'avant, vu que le joueur est fortement avantagé, et surtout en équipe. Du coup, ça rend la marge d'erreur beaucoup plus grande, et c'est assez rare d'être surpris lors de ces affrontements. Je trouve qu'au final, on a l'impression de se retrouver face à des gros sacs de PV ambulants qu'il faut gratter jusqu'à la fin, tout ça en suivant sa proie en fonction de ses déplacements dans la map, hein, ça fait aussi partie des mécaniques du jeu. Il y a même certaines mécaniques qui ont complètement disparu, ou en tout cas simplifiées, comme le fait que le tranchant des armes, il se recharge quasiment tout seul, on peut le faire directement depuis son Chomsky par exemple, ou alors que la gestion des températures n'est plus prise en compte, alors que pour moi c'était un élément qui a d'ailleurs été repris par Zelda Breath of the Wild par la suite. Je trouvais que c'était un élément sympa en fait, et ça obligeait le joueur à bien préparer ses chasses en amont avec de l'équipement prévu pour, donc on perd un peu la richesse de la saga, et en tout cas ce qui faisait l'intérêt à long terme pour certains joueurs. En réalité, de manière générale on va dire, et certainement dans une optique d'accessibilité, hein, le jeu est bien plus simple et ça le rend parfois moins profond. Le challenge se trouve donc à haut niveau et en équipe, comme toujours, hein, de toute façon. Hein. Ce qui n'est pas étonnant, puisque le jeu fait le nécessaire en termes d'interface pour que l'on joue le plus possible avec des potes. Hein. Vous savez aussi bien que moi que c'est le meilleur moment pour jouer à Monster Hunter, c'est quand on est réunis entre potes. Alors après, c'est pas forcément un mal, ça permet aux joueurs confirmés d'avancer plus vite et aux nouveaux venus de se familiariser avec la série, même si là encore je trouve que le jeu tombe un petit peu trop facilement dans un trop plein de tutoriels, hein. Pierre en parlait juste avant, mais bon, faut bien ça pour comprendre un peu tous les éléments du jeu. Je suis assez d'accord, le jeu, on revient un peu sur ce qu'on dit sur l'accessibilité. En fait, il est divisé en deux, et il y a des quêtes vraiment solo qui sont avec des systèmes de rang, on fait tant de monstres et puis on débloque un nouveau rang avec des nouveaux monstres, etc., qui sont faisables uniquement en solo. Et puis plus tard, ou même en parallèle, mais en vrai il faut le faire plus tard, on a des quêtes qu'il faut faire plutôt avec les copains, qui sont plus durs. Je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ça nécessite moins de farm qu'avant. On va pas trop galérer, on va tuer des monstres, on va continuer la progression là où peut-être les murs de difficulté dans les précédents étaient beaucoup plus présents rapidement. Ici, honnêtement, les quêtes on perd une quête quand on meurt 3 fois. Ça arrive quand même très très rarement, mais je trouve que ça permet de bien comprendre les patterns, je trouve que ça permet de bien s'approprier les armes, les différents skills, et en fait au fur et à mesure le jeu ajoute des choses qui vont enrichir l'expérience. On se retrouve après une quarantaine d'heures de jeu avec tous les éléments en main, et là, alors j'aime pas trop dire ça, mais c'est là que le jeu commence, et là vous allez commencer à prendre des tatanes, et il va falloir jouer avec les copains parce qu'en solo ça va être impossible. Et je comprends que pour les gros vrais joueurs, les historiques de Monster Hunter, ça peut sembler vraiment dommage parce que les 20 premières heures ils vont peut-être s'ennuyer. Moi j'ai vraiment apprécié de pas être frustré trop rapidement dans le jeu. Si je peux peut-être me permettre d'ajouter, le endgame cependant il est pour l'instant très limité. Alors c'était déjà le cas dans Monster Hunter World à la sortie. Je sais que la Capcom a prévu à la fin du mois d'ajouter déjà des monstres. On verra ce qu'il en est, mais une fois que vous avez fini le jeu, vous avez fini le jeu, il n'y a plus grand chose à faire et c'est un peu décevant. Bon, il y aura certainement des DLC à l'avenir, ça c'est sûr. Hein. Oui, bien sûr.
Alors il y a une autre nouveauté que je trouve très réjouissante, enfin plutôt une adaptation d'un concept qui existait déjà dans World, c'est les quêtes de calamité. Alors en gros ces quêtes se développent au fur et à mesure de la progression et elles consistent en une sorte de mode horde dans lequel l'objectif est de repousser des vagues de monstres de plus en plus puissants à l'aide de vos armes, mais surtout avec des éléments de tower defense comme des balistes, des canons, des pièges, des trucs qui permettent de repousser la horde quoi. Et il y a même des objectifs annexes qui sont proposés et qui, s'ils sont accomplis, donnent des bonus de loot qui sont attribués aux joueurs en fin de partie. Enfin, c'est vraiment un truc cool et que si on joue au solo, on peut faire même appel aux villageois pour qu'ils puissent servir de support et donc leur assigner des rôles précis, ce qui apporte presque un aspect stratégique, plus qu'en tout cas si on joue avec des potes quoi. Oui, alors ça change un petit peu de la chasse. On part pas chasser un Magnamalo ou autre, mais on se retrouve avec des monstres qui essaient d'attaquer le village. C'est pas mal, mais au final, je trouve que c'est assez anecdotique. Et même en solo, je trouve que c'est pénible. Alors avec les potes, c'est pas mal parce qu'on dit tiens, va à droite, toi mets une baliste ici, essaie d'aller tuer lui, etc. En solo, je trouve que c'est vraiment pénible et ça devient juste une tannée un peu pour farmer des items qu'on ne peut avoir que par ce biais-là. Donc je suis un peu plus mesuré, même si on peut aller crier et se plaindre de nos potes quand ils font pas ce qu'on leur demande de faire en multi sur cette partie-là. On sent le vécu. Alors maintenant je voudrais un peu parler du setup du jeu et de la réalisation. Alors tout simplement, je crois qu'on est en face du jeu le plus impressionnant, en tout cas techniquement parlant, que j'ai vu sur Switch à ce jour. Et bien évidemment on est loin du rendu d'un World, hein, c'est pas le même type de console, c'est pas le même type de génération de jeu, mais franchement je suis soufflé par l'adaptation de ce qu'a fait Capcom du Hero Engine, en tout cas sur la Switch. Le jeu il tient ses 30 images par seconde quasiment en toutes circonstances. Et il se permet même de faire des effets un peu inédits que j'ai jamais vu sur Switch, comme par exemple les reflets dans l'eau. C'est limite du RTX sur Switch, incroyable. Il y a certains lens flares qui sont très jolis aussi. Enfin ouais, c'est vraiment ultra propre au niveau du rendu. Le rendu également des personnages humains principaux, il est complètement dingue. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai l'impression de jouer à un jeu next-gen sur Switch, en fait, c'était assez fou. Les animations, elles sont incroyables, elles sont toujours d'une qualité assez extraordinaire, en tout cas, surtout pour les monstres, même les personnages humains, hein, ils ont des bonnes animations. Enfin après, oui, le rendu de certaines couleurs est un peu terne, hein, en tout cas beaucoup plus que sur World, puisque le moteur est basé également sur un système de streaming de textures. Et ce système il bug parfois, il affiche un peu de retard à l'affichage, enfin bref, il y a tout un petit lot de tares techniques qui sont là, mais bon après en vrai, au global, on va pas faire la fine bouche, c'est très 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 réussi. Oui, je suis assez d'accord et d'ailleurs déjà sur 3DS les épisodes étaient pas trop mal techniquement par rapport à ce qu'avait la 3DS dans le ventre. Après c'est un joli jeu pour la Switch, donc ça reste quand même comme tu l'as dit, c'est très très loin de Monster Hunter World. Mais ce que j'aime bien c'est l'optimisation, notamment on en a parlé pendant notre stream, mais les ennemis au loin qui sont animés avec 5 FPS pour économiser des ressources par exemple. Alors ça peut sembler un peu ridicule, mais c'est des techniques que je trouve que je suis assez content d'avoir ça dans le jeu plutôt que d'avoir un jeu qui techniquement marche pas. Donc ouais, bravo, je suis assez bluffé aussi pour l'aspect technique, il est très réussi. Mais du coup l'aspect artistique, Guillaume, parle-nous-en un petit peu. Alors justement, parlons maintenant de l'aspect artistique cette fois-ci. Et Rise prend part dans un univers très japonisant. En tout cas c'est assez inédit pour la série, et donc le setup se fait autour de la culture nippone façon air Edo, avec des temples, des torii, des éventails géants, enfin bref, tout le parfait attirail du bon whip qui se respecte, hein, sans être médisant bien sûr. Les monstres, ils ont un peu, même les nouveaux monstres, ils ont un peu un design inspiré du folklore japonais, avec des monstres ressemblant un peu à des yokai ou en tout cas des créatures du folklore. Et pour rester un petit peu plus dans l'esprit nippon, les présentations des différentes créatures et zones passent par des cinématiques, en tout cas des cutscenes façon théâtre no ou kabuki, avec un narrateur qui chante par-dessus. Enfin, si vous avez déjà vécu, si vous avez déjà vu ça quelque part, vous serez pas dépaysé. Je voudrais aussi parler, ça fait aussi partie de l'aspect artistique du jeu, des compositions musicales qui elles aussi s'inspirent du coup du folklore japonais, avec une omniprésence des instruments traditionnels et des thèmes épiques qui rappellent les meilleurs OST de shonen lors des combats, ou même de Okami, hein, si on veut rester du côté de chez Capcom. Mention spéciale d'ailleurs au thème principal du jeu qui est chanté par l'une des deux sœurs jumelles du début du jeu dont j'ai oublié les noms, mais je me lasse jamais de l'écouter, je le trouve superbe et à chaque fois je l'écoute quand je suis au village quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez incroyable.
Moi, il me prend un peu la Pierre, tête. tu me disais que t'en avais marre là de. Ouais, mais tu m'as dit en off qu'on pouvait la changer, donc je m'empresse. Oui, on peut la changer. En soi, la musique est bien, mais quand tu passes du temps dans les menus et que t'as la musique qui passe en boucle, je fais bon, ça commence un peu. Voilà. Il y a certains thèmes de monstres aussi qui sont assez incroyables. Ouais, non, mais clairement, c'est très très réussi et je trouve que l'aspect japonisant, que ce soit artistiquement ou dans les compositions musicales, c'est super réussi, quoi. Vraiment, ça fait partie Je suis d'accord. Je le préfère un peu à World où on était dans du Moyen-Âge un petit peu classique, heroic fantasy. Ouais. Je trouve que là, c'est beaucoup plus agréable. Bah là, en tout cas, le setup il est bien défini et on a, en tout cas, si on aime le Japon, on est vraiment servi, quoi. Alors du coup, au final, qu'est-ce que vaut ce Monster Hunter Rise ? Bah tout simplement, pour moi en tout cas, c'est l'épisode le plus enthousiasmant de la série, en tout cas depuis Monster Hunter World, même au-dessus de Monster Hunter World, en tout cas, qui lui-même avait mis la barre très très haut. Alors non seulement le jeu il renoue avec des mécaniques plus anciennes, ce qui n'est pas sans me déplaire d'ailleurs, comme on l'a vu que ça peut enchanter les vieux briscards de la licence, mais en même temps, je trouve que le jeu fait énormément d'efforts pour rendre accessible une formule qui, il faut le dire, assez spartiate aux nouveaux venus qui comprendront bien mieux vite l'intérêt de la chasse en multijoueur. Alors oui, il me donne encore cette impression d'avoir un peu taillé dans le gras pour faciliter la prise en main et je regrette la disparition de certaines mécaniques clés de la saga, mais je peux pas vous dire que j'ai pas pris énormément de plaisir à jouer à cet épisode et qui lui-même, à lui tout seul, a réussi à me faire rallumer ma Switch pour une vingtaine d'heures, si ce n'est plus, et rien que pour ça, je pense qu'il mérite que vous y mettiez les mains. Oui, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé globalement, du coup, au final de ce Monster Hunter Rise ? Comme j'ai dit, c'est ma première incursion dans la série, hormis les démos. Passer le baptême du feu des tutos, alors je marche toujours un peu sur la pointe des pieds sur la série parce que le premier stream que j'avais fait, il y avait quelqu'un qui est venu qui m'a dit faut pas faire encore des armures maintenant parce qu'il vaut mieux attendre, économiser, tout ça. J'ai l'impression que c'est un jeu, il faut quand même avoir quelques clés pour se lancer dedans. En plus, il y a toute une partie du village où je suis à peine allé parce que j'ai rien compris à tous les tutos qui étaient dedans. Je me dis bon, ça j'y mets de côté pour le moment, j'y reviendrai plus tard. Bref, un peu enseveli par cette avalanche de mécanique, mais à part ça, je suis vraiment enchanté, quoi. Le jeu est d'une beauté incroyable, comme l'a dit Guillaume. Il y a vraiment une ambiance de ouf qui se dégage dans chaque map. Les monstres sont super bien faits en plus, et c'est toujours un plaisir comme ça Enfin, il y a une espèce de boucle un peu rébarbative par nature au bout d'un moment, mais qui arrive à être prenante malgré tout, quoi. Et j'arrive bien à me lancer dedans, quoi. On se dit souvent, allez hop, une petite dernière chasse, je peux me faire une dernière quête, c'est reparti. Et une fois que t'as fini la quête, tu dis bon allez, encore une petite, et t'en sors jamais, quoi, voilà. Non, je suis tout à fait d'accord en ce qui me concerne. En tant que joueur de MMORPG, le farm ne me dérange pas, donc j'adore ce genre de jeu. Et ce Monster Hunter Rise est, à mon sens, une sorte de... Vu ce qu'ils ont fait avec Monster Hunter World, c'est la continuité assez logique de la saga. Ils ont fait un jeu plus accessible qui s'est vendu à 16 millions d'exemplaires. Je parle de World. Là, ils en font un qui, pour l'instant, et à l'heure où on enregistre, est entre 5 et 6 millions d'exemplaires vendus uniquement sur Switch, qui va sortir sur PC l'an prochain. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est la suite logique, c'est beaucoup plus accessible et c'est excellent parce que ça reste profond. À voir comment Capcom va continuer le suivi du jeu. S'ils font le même travail que pour World, ça va être un jeu excellent, et dans le futur on pourra encore y jouer pendant 2 ans avec des nouveautés. En tout cas, en ce qui me concerne, pour moi c'est un des mes jeux préférés de l'année, et même un de mes jeux préférés sur Switch tout court, parce que je recommande fortement ce jeu pour lequel j'ai beaucoup de mal, j'y joue trop en fait, je sacrifie beaucoup de trucs sur ce jeu. Arrêtez, faut que ça arrête. Je suis devenu fou, mais j'adore ce jeu et je le recommande à tous ceux qui nous écouteront. Ouais, c'est clair. Alors après, faut encore savoir que c'est un jeu qui mérite encore un petit peu, comme c'est un jeu qui a un héritage très spartiate, on va dire, il faut se mettre dedans à fond, et si on n'a pas le bon setup, la bonne manière de s'y prendre, et surtout si on n'est pas accompagné peut-être par des joueurs qui pourront un petit peu vous pousser, ça peut être un petit peu compliqué au début, mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, clairement. Il en vaut la chandelle, et il faut quand même garder à l'esprit que vous allez un petit peu farmer, mais si vous aimez ça, foncez. Eh bien écoutez, messieurs, je vous remercie pour vos avis éclairés et éclairants sur ce Monster Hunter Rise. Dernière chose à dire, parce que dans ce jeu, il y a des chats qui jonglent avec des dangos pour les cuisiner, et je trouve que c'est le truc le plus adorable de tous les temps. C'est vrai. Eh bien écoute, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette critique de Monster Hunter Rise. Merci à vous deux, et puis on se retrouve très vite en stream, en critique, en émission, enfin vous savez bien quoi. Eh bien à bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Plus.